Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Samuel Furfari. Bonjour monsieur. Bonjour. Samuel Furfari, vous êtes ingénieur et docteur de l'Université libre de Bruxelles, spécialisé dans les technologies énergétiques et la géopolitique de l'énergie. Vous publiez cet ouvrage chez l'Artilleur, dont voici la une. Énergie, mensonge d'État, la destruction organisée de la compétitivité de l'Union européenne, comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Vous commencez, Samuel Furfari, par un écrit de la Communauté européenne d'avril 59 que je vais citer, c'est très rapide. Pour le développement de l'ensemble des économies, il est essentiel de leur fournir des approvisionnements en énergie à la mesure des besoins, dans les conditions les plus économiques, avec la plus grande régularité et la plus grande sécurité. On en est loin aujourd'hui. Vous dites que vous ne reconnaissez plus votre Union européenne pour laquelle vous avez travaillé, dites-vous, avec fierté. Les Européens sont dans une grande insécurité énergétique alors qu'il n'y a jamais eu autant d'énergie aussi bon marché et abondante dans le monde. Quelles sont les causes de la catastrophe que nous vivons actuellement en Europe au plan énergétique ? Oui, vous faites bien de citer ce texte parce que c'est vraiment invraisemblable. Comme on a abandonné le bon sens, la rationalité, le dynamisme pour essayer d'avoir de l'énergie abondante et bon marché. Et puis on vient vous dire aujourd'hui que ça doit être l'inverse, ça doit être la précarité et si possible le plus cher possible pour qu'on réduise nos émissions. Le basculement, c'est le changement climatique. Le basculement, c'est l'accord de Paris. À 2016. Oui. Soumission de la politique énergétique de l'Union européenne à la politique climatique. Oui, parce que jusqu'en 2016, figurez-vous, pourtant, quelques mois après l'accord de Paris de décembre 2015, en 2016, on publiait encore à la Commission une communication sur la sécurité d'approvisionnement énergétique où on disait qu'il faut assurer la sécurité d'approvisionnement en diversifiant les sources d'énergie, en étant ouvert à toutes les sources d'énergie. Et dans l'annexe de ce document, il y avait tout un long chapitre sur la production de gaz de schiste en 2016. Et puis tout ça a été arrêté, c'est même interdit d'en parler, et donc c'est un revirement total. C'est pour ça que je dis qu'est-ce qui s'est passé pour que le bon sens soit complètement mis à la poubelle et on en arrive à aujourd'hui être fier de faire de la précarité énergétique. Et dans cette volte-face, vous pointez directement la responsabilité de la chancelière Merkel et des écologistes allemands. Bien sûr, ce sont eux qui nous ont menés dans cette aventure avec l'Energiewende. Faut pas oublier que l'Allemagne était à l'époque, pendant ces 15 dernières années, la locomotive de l'Europe, avec beaucoup d'avantages économiques, beaucoup d'industries qui se développaient, surtout du gaz bon marché qui venait des Russies, et donc l'Allemagne était le maître d'œuvre de l'Union européenne, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Et donc, puisque eux avaient décidé de faire de l'Energiewende, tout le monde a suivi. Moi, je me souviens d'un pays que je ne citerai pas, mais des nouveaux pays membres, qui m'ont dit, mais non, on sait très bien que ça ne marchera pas, mais après tout, quand on s'en apercevra, nous, on ne sera plus là. Donc voilà, il y a eu un manque de responsabilité de ceux qui ont succombé à l'Allemagne. Vous citez ce vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, qui a expliqué qu'il fallait rendre l'énergie chère pour obliger les gens à changer de comportement. On voit aujourd'hui que les dirigeants de l'Union européenne forcent les Européens à économiser l'énergie toujours plus. C'est quoi les conséquences de cette politique sur notre santé et sur notre industrie? C'est le sous-titre du livre, hein. C'est la décroissance organisée de notre compétitivité économique, et donc on ne parvient plus à être compétitif parce que notre énergie est trop chère, et vous voyez que même l'industrie chimique allemande, le fleuron de l'industrie chimique mondiale, est en train de délocaliser, et on parle de panneaux solaires, mais maintenant tous les panneaux solaires sont faits en Chine, donc on a vraiment abandonné notre avantage. Vous savez, l'Europe avait deux fleurons en matière d'industrie, l'industrie pharmaceutique et l'industrie automobile.
Et maintenant, on est en train d'abandonner tout cela, et l'industrie automobile, elle est dans les mains des Chinois, puisqu'on veut absolument imposer la voiture électrique, et ce sont les Chinois qui contrôlent tout le système de batterie et de matériaux particuliers dont on a besoin pour la voiture électrique. Donc on a vraiment détruit notre économie, et on est seulement au début de la catastrophe. Parce que, pour l'instant, on ne voit pas encore, vous savez, il y a toujours un grand temps de retard dans l'économie. Et on est au début de ce temps de retard. Et donc, il faut d'urgence arrêter cela. Et les élections du 9 novembre sont le moment pour essayer d'inverser la tendance. Et vous rappelez que malgré ces appels des dirigeants de l'Union européenne à économiser de l'énergie toujours plus, en 2021, la consommation d'énergie finale est la même qu'en 1990. Oui. Donc tous ces efforts pour rien. Tous ces efforts pour rien, parce que il y a de la croissance et donc forcément on consomme plus. Alors, bien entendu, il faut pas gaspiller de l'énergie. Gaspiller de l'énergie, c'était un non-sens. Mais se priver d'une consommation d'énergie parce que on voudrait être les maîtres du monde, c'est exactement l'inverse. C'est en consommant plus d'énergie qu'on devient les leaders du monde. Alors, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, promeut un pacte vert avec une neutralité climatique prévue pour 2050. On est d'accord ? 64% de la production d'énergie proviendrait d'énergie renouvelable intermittente, et nous n'en étions qu'à 2,9 en 2019. Après avoir dépensé 1000 milliards d'euros depuis 2000. Donc, quels sont les efforts qu'on va devoir encore fournir pour arriver à 64% de production d'énergie intermittente renouvelable? Alors, vous voyez bien que nos territoires sont déjà couverts d'éoliennes un peu partout, en particulier en Allemagne, et qu'en France, on veut maintenant en mettre tout le long du littoral, et on est à moins de 3%. Alors, pour arriver à 100% de décarbonation, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment va-t-on faire ? On sait qu'on veut en installer déjà sur les plages françaises. Oui, alors... sauf au Touquet où M. Macron a installé sa maison de... C'est ça qui est incroyable, quoi. Bon, je donne les chiffres dans le livre, mais il faudrait des surfaces invraisemblables pour pouvoir installer ces machines éoliennes ou solaires. Mais en plus, ce qui ne va pas, c'est que ces machines ne fonctionnent qu'un certain nombre d'heures. En fait, ça s'appelle le taux de charge. Si vous achetez une machine pour produire 100, les éoliennes vont vous en donner 23 et les panneaux solaires 11. Donc vous êtes obligé d'avoir à côté le système, maintenir le système actuel. On a pu développer les éoliennes, les fameux 3%, parce qu'on avait déjà un système en place. Nucléaire à côté. Nucléaire ou gaz dans certains pays, mais au charbon, le système était là. Mais si vous rajoutez des énergies intermittentes, vous êtes obligé d'ajouter en même temps des énergies non intermittentes. Et donc on est dans un système sans fin, ça ne marchera pas, cette histoire. Ce système sans fin, vous le qualifiez carrément d'éco-dictature. Mais alors vous, qui travaillez pour la Commission, enfin les institutions européennes, est-ce que vous ne voyez pas en leur sein des voix qui s'élèvent contre cette éco-dictature ? Alors, je travaillais. Voilà, c'est ça, je suis retraité. C'est pour ça que j'ai pris ma liberté de parole. Mais avant, c'était pas comme ça. Ce sont vraiment ces dernières années qu'on a dérivé. Et au sein de la Commission européenne, c'est difficile de s'exprimer puisque la hiérarchie a un point de vue et donc dans une administration, vous obéissez ou vous vous taisez, quoi. Donc on a certainement des personnes qui pensent différemment, et notamment au Parlement européen. Je sais qu'il y a beaucoup de députés qui pensent différemment, mais ils sont tenus de se taire, même par leur parti. Le parti demande aux députés de se taire, de ne pas critiquer la politique actuelle. Alors il y en a une quand même qui a un petit peu haussé le ton, c'est Margrethe Vestager, commissaire chargée de la concurrence, que vous citez dans votre ouvrage. Oui, parce que bon, elle voulait se positionner pour devenir présidente, mais bon, finalement ça n'a pas marché. Mais elle est commissaire à la concurrence et donc elle est sensible quand même à tous ces aspects économiques
Parce que voilà, finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que on est obligé de subsidier tout cela. Le problème des énergies renouvelables, c'est que si sans subside, il n'y a rien qui marche. Tout est subsidié. La preuve, c'est que on a établi une directive en 2009 qui oblige la production d'énergie renouvelable, renouvelée en 2018 et renouvelée encore en 2023. S'il n'y a pas d'obligation, il n'y a personne qui fait des énergies renouvelables. Les gens ne sont pas sots, ils ne vont pas perdre de l'argent. C'est un peu bizarre justement cette multiplication de directives alors qu'on est censé croire que ces énergies sont très efficaces. Oui, c'est très paradoxal. Elles devraient être s'autoporter, quoi. Voilà, c'est très paradoxal. Ouais. On n'arrête pas de dire que c'est bon marché. Et puis on oblige leur production. Donc c'est qu'elles ne sont pas bon marché. Avec la crise énergétique, depuis 2022, la Commission européenne a lancé ce plan Repower UE. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quelles sont les idées porteuses de ce plan? Lorsqu'on s'est aperçu qu'il fallait arrêter l'importation d'énergie depuis la Russie, il a fallu politiquement dire quelque chose, pourquoi pas. Mais finalement, c'est de l'affichage, parce qu'il n'y a pas grand-chose de neuf. Il y a un renouveau pour les économies d'énergie, mais ça, bon, ça c'est vieux comme les crises pétrolières. Plus d'énergie éolienne et solaire, ça c'est le point qu'on vient de traiter. Importer du gaz d'ailleurs, évidemment, il faut importer du gaz d'ailleurs. Ça, c'est vraiment surprenant. Importer de l'électricité et de l'hydrogène depuis l'Ukraine, vous vous rendez compte? L'Ukraine est un pays en guerre où il manque de tout, et nous, avec le plan Repower, on dit qu'on va importer de l'électricité, alors que cette électricité en Ukraine est uniquement nucléaire et à base de charbon. Et là, on peut l'importer. Et puis, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment effaré. Il n'y a pas le mot nucléaire dans ce plan Repower. Alors qu'Emmanuel Macron nous a fait des discours à Saint-Nazaire et à Belfort où il remet le nucléaire en tête. Mais le Repower était au moment où Macron était en train de se convertir au nucléaire. Oui. Et bon, l'Allemagne, comme on le disait tout à l'heure, dirige l'Europe, hein, et donc on n'a pas mis le mot nucléaire dans un texte, alors que nous avons un traité qui s'appelle l'Euratom. Et donc, la Commission européenne est gardienne du traité, c'est-à-dire qu'elle est là pour promouvoir l'énergie nucléaire, et le mot nucléaire n'apparaît pas dans ce plan Repower. Est-ce que vous pensez que les dirigeants européens pensent vraiment qu'ils pourront dominer les économies mondiales et détruire la concurrence des grands groupes pétroliers, gaziers, avec une économie seulement basée sur ces énergies renouvelables? Mais ceux qui le pensent sont vraiment utopistes et ils ne connaissent pas la marche du monde, tout simplement. Moi, j'enseigne la géopolitique et je suis donc tenu à étudier ce qui se passe dans le monde. Et je vous assure que, c'est pour ça que vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a jamais eu autant d'énergie abondante et bon marché qu'aujourd'hui. Tellement il y a des investissements dans les énergies fossiles. Partout dans le monde, on investit dans les énergies fossiles. Même en Israël, on est en pleine guerre là, même en Israël, on produit du gaz et Israël vend du gaz à la Jordanie. Et donc, pensez-vous que l'Europe, en disant on va faire rien que de renouvelables, ça va changer la marche du monde? Mais c'est grotesque de penser des choses pareilles. Vous évoquez d'ailleurs le cas de l'Inde avec ses émissions de CO2 qui sont assez importantes puisque l'Inde utilise beaucoup le charbon. Et là, à ce moment-là, vous évoquez l'idéologie malthusienne comme matrice de l'écologisme. Alors, qu'est-ce que ça recouvre, ce malthusianisme? Le malthusianisme, c'est parti de Thomas Malthus, qui avait peur que si la population en Angleterre allait augmenter, la surface de l'Angleterre étant toujours la même, il n'y aurait plus de quoi manger. Sauf que M. Malthus ne savait pas que le monde allait se développer grâce à la technologie. Aujourd'hui, si on mange à satiété dans le monde, c'est parce qu'il y a des engrais. S'il n'y avait pas d'engrais chimiques, il n'y aurait que 3 milliards d'êtres humains qui pourraient manger. On est à 8 milliards. Et donc, c'est la technologie qui a apporté du bien-être et du développement. Et c'est la même chose dans un hôpital. Vous allez dans un hôpital, vous allez voir comme toute la technologie qu'il y a là-bas pour nos soins de santé. Soins de santé qui exigent beaucoup d'énergie. Et donc, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme Malthus, en disant,
on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on ne s'en sortira pas. Oui, mais ils vont vous dire que, voilà, à cause de ces engrais, on est en train d'éclater la terre, de faire du mal à ce qu'ils appellent Gaïa, leur déesse nature. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais moi je prétends que c'est le contraire, puisque depuis qu'on brûle des combustibles fossiles, la terre devient de plus en plus verte, parce que le CO2, c'est l'aliment des plantes. Et donc, c'est connu, hein, je n'ai inventé rien du tout, c'est connu qu'on devient de plus en plus vert. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment ce malthusianisme qui pénètre dans l'Europe, tant et si bien que le 17 mai de l'année dernière, 2023, Madame von der Leyen au Parlement européen a déclaré que le Club de Rome avait raison, nous devons faire de la décroissance économique, mais également de la décroissance de la population. Donc elle est en plein malthusianisme, ça ne la regarde pas, c'est pas son rôle. Le traité de Lisbonne ne parle pas de ça. On veut réduire la population mondiale. Certains parlent d'une réduction à 500 000 personnes sur la planète. C'est ça. Même le commandant Cousteau disait ça. Encore, bon, là, c'est vraiment un leitmotiv de beaucoup de personnes de réduire la population. Bon, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des gens, ou bien parce qu'ils ne veulent pas toucher aux ressources? Dans tous les cas, les ressources sont hyper abondantes, parce qu'on ne se rend pas compte que, jusqu'à présent, on n'a exploité qu'une toute petite partie de la surface de la Terre. Et alors, aussi, l'autre grand problème, c'est de vouloir nous faire croire que nous vivons dans un monde pollué. Le monde pollué, c'est où on n'utilise pas d'énergie. Allez à Kinshasa, vous allez voir ce que c'est la pollution par rapport à Paris. Et donc la pollution a été maîtrisée grâce au développement économique, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'énergie. Et donc, vouloir dire qu'on est dans un monde pollué, c'est vraiment un reversement de l'histoire. Il suffit d'aller étudier les rapports de l'Agence européenne de l'énergie, basée à Copenhague. Et on va voir, les chiffres, c'est les chiffres qui comptent. Et vous verrez qu'on n'est pas dans un monde pollué. On l'était, mais plus en Europe. On sait que les lobbyistes pullulent au Parlement européen, que ces lobbies travaillent pour les entreprises qui créent ces énergies renouvelables, en tout cas qui fabriquent ces éoliennes, ces panneaux solaires, souvent d'ailleurs construits en Chine. Comment ces lobbies opèrent-ils auprès des élus européens ? On est en Europe dans des questions éminemment technologiques. C'est compliqué, vous savez, c'est complexe. C'est pas compliqué, c'est complexe. Toutes ces questions sont complexes et on a des députés qui ne connaissent pas nécessairement la complexité. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs au Parlement européen, il n'y a pas beaucoup de scientifiques au Parlement européen. Et donc ces gens sont un peu démunis et ils doivent prendre des décisions très techniques. Que font-ils? Ils s'appuient sur leurs assistants, qui eux s'appuient sur des lobbies. Et voilà, c'est comme ça que ce système est arrivé à ne plus fonctionner, parce que finalement, ce sont les lobbies qui ont le plus de poids, qui parviennent à donner leur impulsion à l'Europe. Et vous dites ceci, l'UE finance les ONG écologistes qui leur fournissent des rapports pour justifier ces programmes à elle, à l'Union européenne. Et vous dites au final que les gouvernements se retrouvent aujourd'hui otages de ces ONG. C'est exactement ça, c'est une endogamie. La Commission donne des crédits pour faire des études et le ghetto alentour de Bruxelles et de Strasbourg réalise ces études pour évidemment dire ce que la Commission européenne veut entendre. Et donc, ensuite, on va au Parlement avec ces rapports et on leur dit, regardez, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, on tourne en rond. Et on vit en autarcie, en endogamie, et il n'y a plus que ça qui compte. Et les États membres sont tétanisés. Quand on les bombarde de rapports qui disent tous la même chose, les États membres ne savent pas résister et baissent la tête, parce que il faudrait être téméraire pour aller dire le contraire. Depuis le début de cette crise énergétique en Europe, on entend parler de ce marché européen de l'électricité dont l'Espagne et le Portugal sont sortis, au moins temporairement. On entend souvent d'ailleurs le qualificatif de libéralisme débridé à son égard. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on entend libéralisme débridé, ultralibéralisme, on n'entend jamais ultra-communiste, c'est bizarre. Il n'y a pas d'ultra, c'est un marché qui a été créé avec des raisons tout à fait justifiées, que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais à partir de 2008, on a introduit l'obligation de produire des énergies renouvelables. Donc vous avez un marché, soi-disant libre,
Et puis on vous oblige de faire quelque chose qui est le plus coûteux. Donc ce n'est plus de la libéralisation. Et si on vous oblige d'introduire des énergies renouvelables, le nucléaire n'a plus de place. Et donc qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Notamment au Royaume-Uni, il a fallu financer le nucléaire. Et comme le gaz devient trop cher, on finance le gaz. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de marché. Le marché, c'est un vaste mot. Il n'y a pas de marché de l'énergie. Tout est contrôlé par les États. Quand vous dites tout est contrôlé, c'est-à-dire, en fait, il y a de la corruption derrière... Non, je ne parle pas de corruption. Je parle de corruption idéologique, oui, mais pas de corruption. Ouais. C'est pas ça que je dis. Non, chacun défend son champion. La France défend EDF. L'Italie défend Enel. Et tout ça, c'est avec de l'argent public. Et donc, on est là dans un système où on devrait, soi-disant, laisser le marché décider, mais à partir du moment où vous donnez des obligations et des contraintes sur les émissions de CO2, ben forcément, c'est plus un marché. On a sur TVL souvent entendu des invités nous dire que les dirigeants européens avaient voulu la mort d'EDF, qu'ils y sont arrivés et grâce à la complicité des dirigeants français. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Henri Proglio, ancien président d'EDF. Qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas si je dois dire qu'on défend EDF, les Français défendent EDF, c'est vrai ou c'est faux ça ? Je ne sais pas si c'est complicité, mais c'est certainement un aveuglement. On n'a pas vu venir cette catastrophe, ou bien on a fait semblant de ne pas la voir. Parce que quand on ferme Fessenheim, quand le président nous dit on ferme Fessenheim parce que les Allemands nous l'ont demandé, alors que Fessenheim est en France. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'Allemagne. L'Allemagne a dirigé la politique énergétique, ça s'appelle l'Energiewende. Ils ont dirigé la politique énergétique et ils ont imposé un moratoire sur le nucléaire. Mais qui a accepté le moratoire sur le nucléaire ? C'est M. Hollande, suivi de M. Macron pendant tout son premier mandat et une partie du deuxième mandat. Donc l'Allemagne a donné l'impulsion, mais tout le monde a suivi. Donc tout le monde est responsable dans cette histoire. On ne peut pas dire moi je n'ai rien fait. Non, la destruction presque totale d'EDF est voulue par les dirigeants politiques qui n'ont pas compris le piège de l'Allemagne. Vous dites que cette transition énergétique dans laquelle on est entraîné de force n'est possible qu'avec de l'argent gratuit. L'argent gratuit, il est fourni par quoi ? Par la planche à billets. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les conséquences de cette planche à billets ? Mais regardez ce qui s'est passé avec la crise de la Covid, là. On a voulu relancer l'économie, on a mis sur la table 730 millions milliards d'euros. Et puis sur le Repower, c'était 300 milliards d'euros, le Repower dont vous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc c'est la planche à billets qui tourne et on va devoir le rembourser dans 40 ans, 50 ans. Donc cet argent, l'argent gratuit n'existe pas. Il faudra toujours le rembourser un jour ou l'autre. Et donc on a créé une bulle qui n'apporte rien à l'Europe, puisque finalement on est perdant dans tous les sens. Et surtout, que ça ne sert absolument à rien du point de vue émissions de CO2, puisque les émissions de CO2 ne cessent de croître dans le monde. Donc on a dépensé de l'argent inutilement, de l'argent qu'on n'avait pas. Et c'est cette injection de liquidité dans les économies qui contribue à affaiblir la valeur des monnaies. Aussi, tout à fait. Alors, vous évoquez aussi les liens entre les grands gestionnaires d'actifs américains, on en parle beaucoup sur TV Liberté, comme BlackRock, State Street, Vanguard, et la transition énergétique. Comment ça fonctionne tout ça ? Alors, il y a un petit changement, c'est-à-dire que ces grandes compagnies qui avaient lancé la notion de EGS, c'est une notion qui oblige les entreprises à faire attention à leur impact environnemental, à la question de genre et aux questions sociales. Aujourd'hui, les États-Unis des États des États-Unis sont en train de réagir, et donc les compagnies que vous avez mentionnées sont en train de faire un peu marche arrière. Mais en Europe, pas encore. On continue à contrôler les entreprises, à leur dire si vous investissez dans tel domaine, on ne vous finance plus. Par exemple, Total était en train d'investir en Guinée-Papouasie pour un beau projet gazier. Eh bien, la semaine dernière, Crédit Agricole a dit je vous finance plus. Et donc, M. Pouyanné a été obligé de mettre en suspens son projet. Pourquoi ? Parce que c'est un projet brillant, intéressant, mais qui allait financer la production de gaz. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ?
ben, ça va être une banque russe, une banque asiatique, une banque chinoise qui va aller investir, bien entendu. Alors, l'augmentation des températures, on nous en rebat les oreilles depuis des années. Cette augmentation des températures, elle rime souvent avec apocalypse. Est-ce qu'il y a des raisons objectives de croire à ce catastrophisme ? Non, je ne crois pas au catastrophisme. Vous savez, vous vous souvenez peut-être que on a appris, lorsque vous étiez à l'école, la querelle du filioque. C'était le filioque, oui. Oui, vous vous souvenez de ça. Et ça a duré des siècles de discussion. La séparation entre les orthodoxes et les catholiques. Ça a duré des siècles, même du temps de c'est Charlemagne qui a mis fin à cette discussion. Ici, avec cette question du changement climatique, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent qu'il y a un changement climatique dû à l'homme, très important. Il y en a qui disent que c'est un changement climatique dû à l'homme, pas important du tout, et c'est d'autres qui disent qu'il n'y a pas de changement dû à l'homme. Et donc je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais ce qui compte, j'ai géré ce dossier à la Commission européenne entre 1994 et 2000. Ce qui compte, c'est de savoir que l'Europe veut décarboner et le reste du monde ne fait rien. La preuve, c'est que depuis qu'on dit qu'il faut décarboner, la conférence de Rio en 92, les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 62%. Grâce à la Covid, parce que pendant la Covid, on a arrêté l'économie, sinon c'est à 65%. Donc il y a eu un boom des émissions de CO2, tandis que nous, on dit qu'on veut que les autres nous suivent. Les autres ne suivront pas. Parce que sans énergie, vous n'avez pas d'économie et vous n'avez pas de croissance, et donc la population restera dans les difficultés. Pour terminer, Samuel Forfari, est-ce que vous pourriez nous dire quelles devraient être les mesures sociales pour permettre aux citoyens et à l'industrie de survivre après cette crise si elle prend fin ? Il faut arrêter l'obligation de produire des énergies renouvelables. Si les énergies renouvelables ont une place, le marché décidera. Mais l'obligation est contraire au bon sens. On oblige de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Depuis maintenant trop longtemps. On pouvait imaginer qu'en 2009, il faille le faire pour essayer d'embrayer la machine. Mais maintenant, pourquoi en 2024, on continue à obliger la production d'énergie renouvelable? Donc il faut revenir à la liberté de marché et à mettre fin au manichéisme. Le manichéisme, c'est dire je ne veux pas de ça et je ne veux pas de ça. Il faut accepter toutes les énergies. Nous avons un défi énergétique mondial gigantesque. Apporter de l'énergie au monde entier va demander des efforts énormes. Et donc on ne peut pas se permettre de dire je ne veux pas ça ou je ne veux pas ça. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a même de la place pour l'électricité solaire et éolienne. Mais pas avec des obligations. Donc il faut laisser de nouveau la liberté aux opérateurs pour développer l'énergie. C'est pour ça que j'ai mis en exergue cette phrase que vous avez citée. Merci d'avoir fait. Parce que c'était la vision qu'on avait avant. Il faut qu'on ait l'énergie pour pouvoir fonctionner. Et aujourd'hui, non seulement on a l'énergie pour fonctionner, mais on a également les moyens d'éviter la pollution. Parce que il faut pas croire que que j'ignore les problèmes de pollution. Les problèmes de pollution, on les maîtrise. Comment? Avec de la technologie. Et donc, on doit avoir une vision beaucoup plus positive du monde. Mettons fin à l'éco-dictature, dites-vous, Samuel Forfari, je rappelle le titre de votre ouvrage « Énergie, mensonge d'État, la destruction organisée de la compétitivité de l'Union européenne », à retrouver sur la boutique de TVL. Merci monsieur à vous. Merci à vous.